Bonjour à tous et à toutes. Contente de vous rencontrer aujourd'hui. Contente aussi d'avoir été acceptée dernièrement en tant que membre associé au collectif Clé. J'étais intéressée par le collectif pour cette idée là, de continuité des apprentissages en lecture, en écriture, et je voyais comment je pouvais aussi trouver ma place comme didacticienne de la grammaire et de l'écriture. Je suis Rosiane Arsenault, professeure associée au département de didactique des langues de l'UQAM. Et je vais vous présenter aujourd'hui la communication outils numériques pour l'apprentissage de la grammaire et de l'écriture, intérêts, limites, perspectives de recherche et de développement. Donc, comme plan de la présentation, je vous propose d'abord de faire un bref panorama des outils numériques actuellement disponibles pour l'enseignement apprentissage de la grammaire principalement, et il y a des outils également de révision de texte avec l'éclairage de 6 analyseurs. Donc, c'est le rapport d'une première recherche. Là, on va l'appeler la recherche 1 que j'ai menée avec Thierry Joffre de la Haute École pédagogique de Fribourg. Ensuite, je vais faire un compte-rendu d'une recherche-action-formation au 3e cycle du primaire et au secondaire sur l'utilisation d'un outil numérique dans une perspective de transfert grammatical en écriture. Et je vais conclure avec des perspectives de recherche à l'issue de ces deux travaux de recherche-là. Je vais prendre un moment juste pour positionner ma perspective un peu dans l'idée qu'il y aurait des membres du CLÉ aussi avec qui éventuellement on pourrait collaborer. Donc, vous allez voir que je suis dans une perspective surtout de didactique de la grammaire, en particulier de la syntaxe-ponctuation. Mes travaux antérieurs ont beaucoup porté sur ces dimensions-là, notamment avec Marie Nadeau et Marie-Hélène Giguère. Une perspective cognitive aussi, une perspective d'écriture, révision de texte. Surtout, ce processus-là m'intéresse dans le processus d'écriture et naturellement les outils numériques. Donc, j'aimerais en période d'échange après avoir votre éclairage par rapport à l'intégration, peut-être des textes littéraires, de la didactique de l'oral aussi, par exemple, la didactique de la lecture. Donc, comment on pourrait trouver des avenues de collaboration. Je parlais tantôt avec Yves du Collège de Rosemont qui me parlait de littératie disciplinaire, donc ouvrir aussi sur des perspectives de collaboration. Donc, pour commencer, la recherche 1 que Thierry Joffre et moi avons présentée à la conférence sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain portait sur des analyseurs pour les outils numériques pour l'apprentissage de la grammaire et de la révision de texte. Un premier point de départ, c'était vraiment la technologie et son omniprésence. Il y a Andreas Schleicher qui écrivait de l'OCDE, qui écrivait dans un rapport PISA, la technologie est le seul moyen d'élargir au maximum l'accès à la connaissance. Les nouvelles technologies permettent aux enseignants et aux élèves d'accéder à des ressources spécialisées bien au-delà de ce que peuvent offrir les manuels scolaires et d'autres matériels didactiques sans aucune contrainte d'espace ou de temps, ou presque. Donc, c'est ce potentiel-là des outils numériques qui m'intéresse actuellement pour l'apprentissage de la grammaire et de l'écriture. On dit qu'ils sont souvent faciles d'accès, ils sont ludiques, ils peuvent accroître la motivation. Il y a un certain nombre de travaux de recherche qui le démontrent. L'idée d'obtenir comme apprenant une rétroaction immédiate aussi est intéressante via les outils numériques, alors que souvent en classe, on attend un peu la rétroaction de nos pairs, de l'enseignant. Aussi, avec le contexte de pandémie, je pense qu'on a encore pris davantage conscience de l'intérêt de répondre à des besoins d'apprentissage autonome. Et on a mené une recherche en collaboration avec Alloprof où on voyait la contribution à la continuité pédagogique des jeux éducatifs de Alloprof. Le point de départ numéro 3, qui est peut-être mon point de départ numéro 1 en tant que chercheuse, c'était les difficultés importantes à l'écrit rencontrées par les étudiants et les élèves au primaire et au secondaire, surtout en ayant trait à la dimension grammaticale. Lorsqu'on pense à la syntaxe, l'orthographe grammaticale et la ponctuation.
Donc, cette intégration d'outils numériques en contexte pandémique ou non, pour l'apprentissage de la grammaire et de la révision de texte est vraiment massive. Mais on n'est pas en mesure de situer chacun des outils en ce moment. On dirait qu'on a un foisonnement en ligne et par les développeurs, on a une offre d'outils numériques assez impressionnante, mais on n'a pas encore d'outils numériques, d'outils plutôt conceptuels, théoriques, pour les situer, pour évaluer la qualité didactique de chacun. Donc, c'était les constats à la source de la première recherche, celle avec Thierry Joffre, dont je parle aujourd'hui. Donc, l'idée de proposer des analyseurs pour catégoriser les outils numériques d'apprentissage de la grammaire. Donc, on se demandait quelle forme prennent les outils numériques, comment les concepts développés en didactique de la grammaire et de l'écriture, dans des disciplines contributoires comme la psychologie cognitive, la psycholinguistique, les outils numériques en éducation peuvent-ils éclairer l'évaluation et la classification de ces outils-là. Donc, l'objectif de la contribution était de proposer une première version d'une grille d'analyse des outils numériques pour l'apprentissage de la grammaire qui se fonde sur des connaissances scientifiques dans ces différents champs. On a utilisé une approche inductive. Donc, à travers nos projets de recherche respectifs, Thierry Joffre et moi, et nos pratiques, on a fait une première liste d'outils numériques utilisés par les élèves et les enseignants à différents ordres d'enseignement primaire, du primaire à l'universitaire. Un premier regroupement selon des caractéristiques communes et on a fait émerger une première catégorisation d'outils pour éclairer les regroupements. On est revenu aux écrits scientifiques pour asseoir davantage cette catégorisation-là. Et on en est arrivé à 6 analyseurs d'outils numériques qui sont les suivants. On peut donc analyser nos outils numériques d'abord selon le type de matériaux écrits. Ensuite, selon les tâches cognitives sollicitées par l'outil. Ensuite, par rapport au contenu d'apprentissage grammatical qui sont travaillés dans l'outil, le type de rétroaction proposé, est-ce que l'outil a la capacité de proposer des parcours articulés? Ça, c'était vraiment la dimension travaillée par Thierry avec les idées d'adaptive learning. Et aussi, est-ce que l'outil est capable d'enregistrer des traces de l'apprentissage? On se base beaucoup, hein, vous savez, en didactique sur ce que l'élève produit, ce qu'il nous laisse comme traces écrites ou orales de son apprentissage. Donc, est-ce que l'outil peut y donner accès? Pour ce qui est de l'analyseur 1, le matériau écrit, on en est venu à pouvoir catégoriser l'outil selon ces 3 catégories. Est-ce que l'outil travaille sur des phrases détachées, sur du paragraphe ou sur un matériau un plus longampant, donc le texte? Et si on se base sur les données de recherche, bien, on va avoir un niveau d'exigence différent selon que l'outil numérique demande à l'élève d'analyser des phrases détachées, par exemple, versus du paragraphe ou du texte. Donc, on sait que les unités écrites plus longues demandent un empan perceptif plus grand, donc une capacité de traitement en lecture plus élevée. Est-ce que l'outil demande de traiter du matériau écrit avec erreur ou sans erreur? Encore une fois, ça vient modifier le niveau d'exigence du travail. Donc, la présence d'erreurs demande capacité de détection-correction, donc qui demande davantage de compétences au plan cognitif. Ensuite, est-ce que le matériau est fourni par l'outil? Comme vous avez peut-être en tête plusieurs sites web là, où on fait de l'analyse de phrases, où on donne des réponses là, dans des phrases détachées. Donc, sur des phrases fournies par l'outil ou encore le matériau est entré par l'apprenant. Donc, il travaille sur ses propres phrases. On va appeler ça du matériau autoproduit. On sait que le scripteur a tendance à percevoir davantage les erreurs dans du matériau fourni que dans son propre matériau. Donc, il y a un niveau d'exigence plus élevé à travailler sur son propre matériau écrit. Le deuxième analyseur, c'est l'analyseur des tâches cognitives. Ça, on l'a pas mal développé en se basant sur les concepts d'habileté linguistique ou métalinguistique. Donc, c'est issu de la psycholinguistique et
C'est envisagé comme contenant deux composantes. Donc, un élève qui démontre des habiletés métalinguistiques va démontrer, par exemple, une capacité d'analyse des structures linguistiques. Il va utiliser du métalangage, par exemple, pour dire qu'il s'agit d'un GN, qu'il s'agit d'un complément de phrase, etc. Et aussi, il va démontrer un contrôle de son action sur le matériau, donc capacité à corriger une erreur, à produire une phrase correcte en faisant l'analyse. Donc là, on a dégagé 8 tâches cognitives qui pourraient être sollicitées par les outils numériques qu'on avait regroupés. Donc, et selon leur niveau d'exigence métalinguistique. Donc, par exemple, si l'outil demande, comme certains outils comme Syntaxe interactive, demande de produire un arbre syntaxique d'une phrase, bien là, on est quand même de haut niveau au plan métalinguistique. Donc, on produit, là, on identifie les constituants de phrases, les groupes de mots, les classes de mots. Donc, ça demande un haut niveau métalinguistique. En revanche, lorsqu'on demande seulement à un élève de choisir parmi un choix de réponse la bonne graphie, la bonne terminaison d'un verbe, on va être dans une compétence, dans une tâche cognitive de plus bas niveau, par exemple, celle qu'on a identifiée ici comme étant CH, choisir la bonne graphie. Ensuite, au plan pour l'analyseur 3, les contenus grammaticaux ciblés, on s'est rendu compte que beaucoup d'outils numériques travaillent, par exemple, l'orthographe grammaticale. Et un peu moins la syntaxe, la ponctuation. Donc ça, c'est dans notre panorama, disons, provisoire. Ça reste à démontrer, là, cette hypothèse-là. Mais ce qu'on observait, c'est qu'on avait beaucoup d'outils qui travaillaient ces dimensions-là. La capture d'écran que vous voyez ici, c'est tiré d'une contribution avec mon collègue Mario Desilets de l'Université de Montréal, qui porte sur l'intégration des outils numériques et on a associé les contenus grammaticaux travailler avec des tâches cognitives et les outils. Donc, vous connaissez peut-être bien les outils du CCDMD, en tout cas mes collègues du collégial les connaissent. Et donc, on peut observer là, que, par exemple, l'outil qui s'appelle Un cadavre dans l'entrepôt, module 1 et 2, travaille sur l'accord des verbes et travaille la détection et la correction d'erreurs. Donc, on peut faire ces associations-là entre contenu grammatical ciblé et tâches cognitives. Je passe un petit peu plus vite, peut-être sur les derniers analyseurs. Il y a la capacité de fournir de la rétroaction de l'outil binaire. Est-ce que l'outil nous donne seulement l'indication que la réponse fournie est bonne ou erronée? Est-ce qu'on va avoir un score? Est-ce qu'on va avoir une rétroaction plus qualitative avec des indices, des explications? Donc, pour mettre un peu de chair autour de là, c'est donner matière à la réflexion de l'élève. Est-ce qu'on a une combinaison là, de ces différentes formes de rétroaction? Donc, si on se base sur des données, par exemple, des résultats de recherche, par exemple ceux de Hamard, d'Aigle et Lefrançois, ben, on remarque que les rétroactions qui comportent des explications, des indices métalinguistiques sont plus favorables à mener l'apprenant à modifier son texte en conséquence que seulement la rétroaction binaire, c'est correct ou erroné. Mon collègue est spécialiste, Thierry Job, des parcours articulés de l'adaptative learning. Donc, il a travaillé sur la dimension là, de la possibilité ou l'impossibilité d'articuler le parcours de l'élève dans un environnement informatique. Ensuite, l'analyseur 6, c'est la récupération de traces. Est-il possible à travers le jeu ou l'outil d'avoir des traces de l'apprentissage? Donc, par exemple, l'outil NetPhrase permet à l'enseignant d'avoir des traces de qui a réalisé les tâches, les exercices en ligne et quel est le taux de réussite des exercices. Ensuite, on a ici quelques exemples des outils numériques connus ou fréquentés par les enseignants du primaire, du secondaire, également du collégial pour faire fonctionner un petit peu nos analyseurs. Donc, une première grande catégorisation qu'on a vue, c'est la catégorisation des exerciceurs, des jeux, des parcours qui sont fondés sur du matériau écrit préconstruit. Donc, on retrouve beaucoup en ligne en ce moment des exerciceurs du type jaccord.com qui vont demander à l'élève, par exemple, de choisir, c'est la tâche cognitive principale, choisir une réponse parmi des choix de réponses. Par exemple,
pour déterminer la terminaison d'un participe passé, d'un verbe, etc. Donc, il s'agit essentiellement, à notre sens, d'une transposition numérique d'exercices de grammaire traditionnels. Donc, on peut douter, disons, de l'efficacité de ces exercices-là sur l'apprentissage. C'est l'hypothèse qu'on fait, d'autant plus qu'il n'y a pas de réflexion métalinguistique. Là, la tâche cognitive est de bas niveau. On ne demande pas à l'élève d'expliquer, de choisir une justification, par exemple, pour le choix de sa terminaison. On a d'autres exerciceurs, comme ici l'orthodoxie des grammes, qui vont davantage miser sur la réflexion métalinguistique des élèves, surtout lorsque l'enseignant accompagne l'étudiant. Donc, ici, on doit choisir dans le jeu des tirettes, vous voyez, c'est peut-être un peu petit, là, la capture dans le bas à gauche, choisir des déterminants, des noms, des verbes, etc., pour obtenir une phrase correcte. Donc, on a deux axes sur lesquels agir. Le matériau existant est modulable et on va chercher différentes tâches cognitives. Ici, on va avoir la présence de métalangage, entre autres, et la correction détection d'erreurs. Donc, on a même accès ici à des traces des apprentissages. Donc, l'enseignant peut accéder aux réponses fournies par les élèves, erronées ou correctes. Donc, ça lui permet d'avoir une emprise aussi pour ses interventions didactiques. Ensuite, une deuxième catégorisation d'outils, c'est celle des outils d'analyse et de représentation schématique de phrases autoproduites. Donc là, l'apprenant est amené à fournir lui-même les phrases dans l'outil pour ensuite les manipuler et en faire l'analyse. Il n'y aura pas de rétroaction fournie par l'outil parce que c'est la phrase de l'apprenant. Donc, l'outil ne sait pas déjà quelle est si la phrase est bien construite ou pas. Il ne s'agit pas ici de correcteurs comme Antidote, par exemple. Donc, on est dans des outils d'apprentissage et non des éditeurs de texte. Syntaxe interactive, on va en parler un petit peu plus loin, se présente de cette manière-là. Je vais en parler un peu plus loin. Au terme de cette recherche-là, on voyait émerger donc cette première tentative de catégorisation qui utilisait l'analyseur du matériau écrit. Donc, on avait comme premier grand regroupement les exerciceurs, jeux et parcours fondés sur du matériau écrit préconstruit et d'autres outils qui relèvent davantage du travail sur des phrases autoproduites. Ensuite, on pensait à d'autres analyseurs éventuels qui auraient pu être inclus, mais ce qu'il faudrait mener, et ça reviendra tantôt dans les pistes de recherche futures, c'est une revue systématique des outils numériques disponibles pour pouvoir en dresser un portrait et proposer aux enseignants les outils qui sont probablement les plus efficaces. Après, on aura besoin d'études empiriques pour les outils jugés à la lumière des travaux antérieurs les plus potentiellement efficaces pour l'apprentissage. On avait une grande question aussi qui nous occupait à la fin de cette première recherche, c'était comment classifier les fameux correcteurs de texte comme Antidote ou Bon Patron qui est gratuit en ligne. Donc, est-ce que ce sont des outils d'apprentissage ou des outils de révision de texte? Est-ce qu'on connaît certains travaux qui démontrent un potentiel didactique des outils comme Antidote, mais l'objectif de ces outils-là n'est pas d'apprendre la grammaire, mais plutôt de corriger des textes. Donc, il n'y a pas la dimension apprentissage qui est là. Donc, ça met fin un peu à notre panorama des outils avec l'éclairage de différents analyseurs. Et, j'ai pas bien retranscrit ici le titre, mais la deuxième recherche, elle porte plutôt sur l'utilisation d'un outil numérique en particulier, celui qui semblait, du moins à mon avis, pour que j'initie ce projet-là, le plus propice aux apprentissages, celui qui pouvait se situer donc dans la perspective des outils travaillant sur des phrases autoproduites. Et il s'agit de l'outil syntaxe interactive, donc on va en parler un peu plus loin. Je vais présenter des données de recherche d'une recherche action-formation.
Cette recherche-là avait comme contexte ou comme point de départ également les difficultés grammaticales des élèves et la présence d'outils numériques assez massifs. Et se basait aussi sur une étude exploratoire menée en 2018-2019 qui avait sondé les enseignants utilisateurs de l'outil syntaxe interactive. Et les enseignants qui avaient déclaré percevoir une meilleure conceptualisation des notions grammaticales chez leurs élèves au moment de l'utilisation de l'outil, grâce notamment à la fonctionnalité des manipulations syntaxiques. Donc, si vous êtes familier avec la grammaire actuelle, vous connaissez l'importance des manipulations syntaxiques dans le travail grammatical proposé actuellement aux élèves et aux enseignants. Donc, les principes didactiques qui ont qui ont permis d'asseoir la recherche action-formation, c'est donc d'abord l'utilisation des manipulations syntaxiques pour tester les hypothèses d'analyse, le recours au métalangage pour soutenir la réflexion. L'idée de décloisonner les notions, on a tendance avec les fameux cahiers d'activités au primaire et au secondaire à cloisonner des notions grammaticales. On travaille sur le verbe, on travaille sur par exemple, l'accord des adjectifs. Là, dans les principes didactiques, on décloisonne les notions dans des activités de résolution de problèmes. Vous connaissez peut-être la phrase dictée du jour, qui est un bon indice, là, un bon exemple développé par Nadeau et Fischer. Aussi, ce qu'on a développé dans le cadre du projet, c'est notre fameuse séquence en escalier que vous allez voir un peu plus tard, où on établit comme progression une séquence allant d'activités plus spécifiques vers des activités plus complexes. Je vais développer davantage un peu plus loin. On avait aussi naturellement l'idée de solliciter des tâches cognitives variées à la suite de la recherche 1. Donc, j'ai parlé un peu des tâches cognitives tantôt. Voyons un peu l'outil numérique en tant que tel ici. Donc, Syntaxe interactive actualise plusieurs principes didactiques justement avec cette fameuse boîte de manipulation syntaxique qui permet de rendre visuel et tangible des manipulations syntaxiques qui sont souvent abstraites pour les élèves. Donc, lorsqu'on travaille en classe, vous avez peut-être remarqué, on va demander à notre élève, par exemple, de faire l'encadrement par c'est qui pour identifier le sujet. Mais de faire ce travail-là à l'oral, à voix haute, ça comporte une certaine charge cognitive et l'outil syntaxe interactive permet de rendre visuelle la manipulation de phrases et, en l'occurrence, de phrases qui sont agrammaticales. Donc, parfois, par exemple, dans l'exemple ici, on aurait l'élève nous dirait, je pense que le sujet de la phrase, c'est la plante. Alors, OK, d'accord, on va le tester avec une manipulation syntaxique et l'encadrement va donner, par exemple, c'est la plante que nous avons en classe fait des fleurs jaunes. Donc, de faire cet exercice-là à voix haute, c'est très exigeant pour les élèves et de produire des phrases agrammaticales à la suite des manipulations. Donc, on a ce soutien-là avec cet outil. Aussi, on peut démontrer la structure d'une phrase avec l'arbre syntaxique qui va intégrer, décloisonner les notions. Donc, on va avoir des classes de mots, des groupes de mots, des fonctions. Ici, vous avez une analyse intégrale, mais on n'est pas toujours obligé d'aller aussi loin. Mais donc, on décloisonne les notions à l'aide de cette fonctionnalité. L'outil, dans la recherche action formation, on l'a utilisé de deux manières. Il peut être utilisé au TNI, donc pour faire l'analyse en grand groupe, par exemple, avec ici, on a une activité de combinaison de phrases au TNI pour travailler la syntaxe. On peut aussi l'utiliser main sur les touches avec, par exemple, deux élèves travaillant sur un portable. Donc, l'objectif de la recherche 2 était de documenter l'apprentissage de l'orthographe grammaticale d'élèves de troisième cycle du primaire et du secondaire et de mettre en relation l'apprentissage observé avec les pratiques d'enseignement. Donc, on est dans une recherche recherche-action-formation. Donc, on a laissé les enseignants, à la suite de nos journées de formation, développer les activités et les utiliser on les a invités à les noter dans un journal de bord. Donc, on voulait faire cette mise en relation-là. Il y avait des activités avec syntaxe interactive, mais d'autres activités aussi qui suivent les principes didactiques d'enseignement de la grammaire et de l'écriture.
Donc, dans cette recherche-formation, si vous connaissez la recherche-action, la recherche-formation, je sais qu'il y a plusieurs recherches participatives qui se font aux clés. Vous savez déjà qu'il s'agit d'un processus qui procède par cycle itératif. On a de la planification, de l'action, on fait de l'observation aussi pratique et de la réflexion. Donc, on a ces cycles-là qui forment finalement une boucle et qui font avancer le développement professionnel et l'expérimentation. On attend 3 types de retombées dans une recherche action-formation. Une transformation de la situation de problème, donc ici, par exemple, l'amélioration de l'orthographe grammaticale des élèves, la production de connaissances scientifiques sur ces transformations-là et le développement professionnel des enseignants. C'était vraiment au cœur de la démarche de recherche action-formation. On a tenu notre année 2 de la recherche, celle dont vous aurez les résultats dans un instant, l'année dernière. Donc, on était en contexte de pandémie. On a fait les journées de formation à distance en Zoom. Et donc, oui, c'est ça. Ça nous a empêché de faire les visites en classe. On s'est vraiment basé sur les déclarations des enseignants. Ensuite, selon le modèle du praticien réflexif, comme je le disais, chaque enseignant pouvait choisir, déterminer les interventions, les activités à faire auprès de ses élèves pour favoriser leur apprentissage. Le journal de bord, on va le voir dans un instant, a permis de consigner les observations et les activités effectivement réalisées. On a proposé dans nos contenus de formation un schéma en escalier. Je parlais tantôt d'une séquence allant d'activités spécifiques vers des activités complexes. On la voit ici, c'est une proposition qu'on a faite en positionnant des exercices, des activités plus spécifiques. Donc, on a un contenu plus ciblé. Les tâches cognitives sont de moins haut niveau et on est dans du plus cloisonné vers du décloisonné complexe, plusieurs contenus mobilisés à la fois et des tâches cognitives de plus haut niveau. Donc, vous reconnaissez des phrases, des activités comme la phrase dictée du jour, par exemple, qui sont plus dans le milieu de l'escalier. Ce qu'on disait aux enseignants, c'est que souvent, on a tendance à faire les exercices, les activités de bas niveau et s'attendre à ce que les enseignants, les élèves plutôt, transfèrent les connaissances grammaticales en écriture, donc ce qui est de très, très haut niveau, sans avoir réalisé des activités qui les préparent vraiment à le faire. Donc, on avait 3 instruments de collecte de données, la dictée au pré-test et au post-test, le questionnaire aussi d'identification de mots dans la dictée et le journal de bord des enseignants pour notre objectif 2. La dictée avait été utilisée dans 2 autres recherches. Elle comporte 125 mots, 60 mots variables, donc des noms, des adjectifs, des verbes, participes passés également. Donc, on a procédé par transcription, contre-vérification et par codage. On voulait vraiment conserver seulement, puisqu'on voulait connaître la réussite en orthographe grammaticale, seulement conserver des erreurs d'orthographe grammaticale et évacuer l'orthographe lexicale ici. Le questionnaire, le questionnaire demandait à l'élève d'aller recopier des 7 noms, 5 verbes, 5 adjectifs, etc. À partir de la dictée. Donc, d'identifier ces mots de ces classes de mots-là dans la dictée et de les retranscrire en réponse au questionnaire. On avait un codage en 4 catégories, les réponses correctes, partiellement correctes, erronées ou absentes. Le journal de bord de l'enseignant, lui, permettait de consigner des informations sur les dispositifs didactiques, donc date par date, groupe par groupe. L'enseignant est amené à dire quel dispositif il a utilisé, la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute, la combinaison de phrases, la chasse aux erreurs, quels sont les impacts observés, les difficultés rencontrées. Et aussi, c'est un outil de réflexion. Donc, quel est mon prochain pas? Qu'est-ce que je souhaite améliorer pour ma prochaine activité, par exemple? On avait dans cette recherche-là, en fait, à la lecture des journaux de bord, on a conservé seulement les données des enseignants qui avaient effectivement réalisé un nombre important d'activités, donc une vingtaine ou plus, pendant la période d'expérimentation. Et donc, on a 2 classes de 3e cycle du primaire et 2 classes du secondaire, 2e et 3e secondaire, pour un total de 71 élèves. Il nous reste encore les classes contrôle à analyser. Donc, ce sont des premières analyses. On a encore des classes contrôle à analyser.
On a quand même réalisé des tests statistiques sur les données de nos élèves des classes expérimentales. Donc, vous voyez dans le panneau du bas les élèves du secondaire, donc 13 à 15 ans, et dans le panneau du haut, les données pour les élèves du primaire du troisième cycle. Ce que vous voyez, ce sont les taux de réussite des accords, les taux de réussite moyens des accords au pré-test et au post-test, donc en orangé au pré-test, en turquoise au post-test, selon la classe de mots, les noms, les adjectifs, les verbes, les participes passés et un regroupement de participes passés adjectifs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au primaire, sur toutes les classes de mots, il y a eu un progrès significatif, à l'exception des noms, entre le pré-test et le post-test à la suite donc de l'intervention. Au secondaire, on observe seulement des progrès significatifs pour la catégorie des participes passés adjectifs. Ensuite, pour ce qui est du questionnaire qui demandait d'identifier les mots des différentes classes dans la dictée, on observe des progrès significatifs sur les participes passés au primaire et sur les adjectifs au secondaire. Donc, pas de progrès significatif sur les autres classes de mots. Ensuite, à la lecture des journaux de bord, on a pu dégager des activités qui avaient été particulièrement utilisées par les enseignants. Ce qu'on observe au primaire, c'est une grande variété d'activités réalisées avec une dominante pour la phrase dictée du jour qui était bien compatible avec l'outil numérique syntaxe interactive. Au secondaire, ce qu'on voit, c'est une forte dominante du côté de la phrase dictée du jour et une autre activité qui a été bien prisée par l'enseignante du secondaire, la chasse aux erreurs coopératives. Il faut noter, et ça peut expliquer les résultats, qu'en troisième secondaire, l'enseignement en ligne était fait 50% du temps. Je passe plus rapidement sur les dispositifs effectivement utilisés. On en a parlé au congrès de la QPF le 29 octobre dernier avec une enseignante, de la phrase dictée du jour menée avec syntaxe interactive et de la chasse aux erreurs coopératives, donc deux dispositifs qui ont été fortement utilisés. Je passe rapidement ici sur la chasse aux erreurs. Ça nous permettait quand même d'aborder un autre outil numérique qui s'appelle le détecteur de fautes du CCDMD, où on a quand même un certain nombre de tâches cognitives de haut niveau, comme la détection-correction d'erreurs. Donc, voilà. Ce qu'on a pu constater dans les classes du primaire où on a eu les progrès significatifs dans la tâche de dictée, c'est qu'ils avaient vraiment suivi notre fameux schéma en escalier. Donc, lorsqu'on suit la progression des activités notées au journal de bord, on peut vraiment voir le schéma en escalier se dessiner. En début d'intervention, beaucoup de travail sur les classes de mots, les groupes de mots, les accords, donc des contenus un peu plus ciblés. En modalité phrase dictée du jour, on utilise pas mal le logiciel syntaxe interactive. On fait des exercices aussi d'identification de mots, de groupes de mots. En milieu de séquence, donc vers le milieu de l'année, on entre davantage dans la syntaxe ponctuation. On va mobiliser davantage de notions. Les activités de combinaison de phrases sont utilisées aussi, comme on l'avait vu un petit peu plus tôt sur la photo. Et en fin de séquence, donc vers la fin de l'année, on travaille beaucoup en révision de texte. Donc, on va mobiliser un nombre important de notions d'orthographe, de syntaxe, de ponctuation. Et on se rapproche de la situation d'écriture avec des activités de révision de texte comme la chasse aux erreurs coopératives. Le logiciel syntaxe interactive s'est avéré plus utile dans la première partie, puisqu'il travaille sur des phrases détachées, que dans la deuxième partie de l'année scolaire. Et c'est vraiment une limite qui a été mentionnée dans les journaux de bord des enseignants. On a comme une perte de pertinence un petit peu qui est perçue à un moment donné dans l'année par rapport à cet outil-là. Donc, on peut remarquer les différences de progrès peut-être les expliquer dans la dictée en lien avec le type d'activité, les types plus variés d'activités au primaire, les activités toujours en présentiel également, alors qu'au secondaire, on avait moins d'activités réalisées et des activités plus souvent à distance. Donc, je passe un peu plus rapidement ici.
Donc, des limites par rapport aux outils d'analyse de données ou de collecte plutôt. Les journaux de bord ont des forces comme l'accès aux réflexions des élèves, mais aussi des limites comme il s'agit de pratiques déclarées. Donc, je conclue avec des perspectives de recherche. Donc, à la suite de la recherche 1, où on avait bâti cette fameuse grille avec nos analyseurs, il serait intéressant de mener une revue systématique des outils numériques, ce qui permettrait aussi de faire peut-être dégager de nouveaux analyseurs. On avait quelques hypothèses, là, notamment qu'on trouverait un moins grand nombre d'outils travaillant la syntaxe-ponctuation que l'orthographe grammaticale. Ça donnerait une bonne base pour organiser le travail dans le champ de la didactique, de la grammaire et de l'écriture, un travail qui est de nature plus expérimentale. On pourrait donc aussi, comme perspective de recherche à la suite de la recherche 2, mener une recherche quasi expérimentale travaillant à partir de la séquence en escalier. Donc, on aurait une séquence plus formalisée qui serait mise à l'essai dans les classes expérimentales. Aussi, nous travaillons actuellement sur une demande de subvention engagement partenarial pour une recherche-développement d'un outil de rédaction en environnement numérique qui intégrerait les fonctionnalités de syntaxe interactive reconnues par les enseignants comme efficaces ou fructueuses, notamment la boîte de manipulation syntaxique. Donc, ça permettrait de pallier les limites, par exemple, du nombre de caractères à entrer dans l'outil pour travailler sur un plus grand empan de texte. Donc, voilà qui conclut. Désolée si j'ai débordé un petit peu. La présentation. Et au plaisir d'avoir vos questions, vos commentaires, suggestions pour intégrer davantage de littérature, peut-être dans le choix des textes, etc. Je ne veux pas vous interrompre, j'allais l'écrire. C'est plus un commentaire d'appréciation. D'abord, merci Rosanne, parce que j'aime ça, on aime ça voir ce qui se passe dans les classes pratico-pratiques, ce que vous faites, c'est toujours intéressant. Ce que je retiens beaucoup, c'est la séquence en escalier, parce que ce que tu as nommé qui est vrai, qui est véridique, c'est que souvent, on travaille, j'observe que dans les classes, c'est des tâches de bas niveau qui se travaillent, puis ensuite, on exige des tâches de haut niveau, mais sans vraiment les enseigner, les pratiquer. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de le relever. Puis juste par rapport à l'outil numérique, mais ce que vous venez de mentionner un peu, c'est vrai, pourquoi utiliser... à ce que je vois, moi, je n'enseigne pas, mais j'accompagne des enseignantes au primaire. Ce que je vois beaucoup dans les classes, c'est que quand les élèves écrivent au traitement de texte, ils impriment leur texte puis ils corrigent à la main. Ils font leur code de correction ou leur manipulation à la main parce que je pense qu'il n'y a pas encore vraiment, on ne connaît pas vraiment d'outils qui peuvent le faire à l'ordinateur ou informatique. Fait que tu l'as mentionné, je pense à la fin, ça serait intéressant qu'à partir de leur propre texte, ils puissent faire leur manipulation dans un outil numérique convivial. C'était juste ça, 2 petites appréciations. Merci. Merci, Suzanne. Merci, ça alimente ma réflexion sur l'outil en tant que tel parce que là aussi, on connaît le fameux antidote. Là, j'étais dans une communication récemment où il y a un chercheur à l'UQAT qui travaille sur l'exploitation d'antidotes dans les évaluations ministérielles parce qu'il y a l'idée éventuellement de permettre antidote aux évaluations ministérielles. Puis là, j'étais un petit peu bouleversée. Je me disais, OK, bon, ça modifie grandement la nature du travail qu'on va faire en classe aussi si on permet antidote aux évaluations. Mais en fait, ça renforce ton expertise sur le métalinguistique. Moi, je trouve que Antidote laisse faire le linguistique et amène l'élève à réfléchir beaucoup plus. Donc, c'est là où vous allez vraiment avoir toute votre place pour expliquer comment on accompagne la réflexion métalinguistique là, dans le recours à un En même temps, Antidote fait une partie qu'on voudrait être plus assumée par l'élève, qui est la détection d'erreurs. Donc, il pointe déjà les erreurs aux élèves, comme on leur pointe un endroit pour faire l'accord dans un exercice à trous. Donc, on oriente leur attention, alors que pour moi, la compétence à écrire, c'est aussi pouvoir détecter, corriger ses erreurs, modifier ses phrases, donc faire soi-même ce chemin-là. Mais c'est ça, il y a le travail métalinguistique qui va être important si on permet Antidote pour pas que le choix soit aléatoire de la graphie à cocher ou à intégrer. Merci Rosiane, je trouve ça super intéressant. Moi, je fais plein de liens avec des travaux aussi de d'autres collègues aux clés qui ont une vision, je pense en ce moment à,
François Vincent, je débaptise toujours, je dis le contraire, François Vincent et Florent ben oui. Yao, qui vont faire justement beaucoup plus la grammaire, qui va aller vers une approche plus intégrée. Je trouve que ta recherche-développement que tu précises va vraiment dans cette optique-là de prendre les écrits des élèves, de ne pas juste être dans des tâches justement de bas niveau, mais d'aller chercher un contexte qui est près de l'élève quand il est en situation d'écriture où on veut qu'il soit capable de les appliquer justement. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis j'ai hâte de voir ce que vous voulez développer. Ça va être, vous ciblez, est-ce que vous ciblez des élèves du primaire, du secondaire? Toute votre équipe, là, vous avez une grande expertise. J'ai hâte de voir l'outil que vous souhaitez développer. Vous ciblez une utilisation vraiment à tous les niveaux. Comment vous le voyez un peu, cet outil-là? Bien, dans la recherche-développement, on va inviter des enseignants du 3e cycle du primaire et du secondaire. Peut-être qu'on pourrait penser au collégial aussi, avec l'équipe de Yves et Dominique. Mais on voyait ça pour le 3e cycle du primaire et le secondaire, un peu comme on l'a fait pour la recherche précédente, parce que ça semble être des niveaux où on commence à écrire davantage des textes de plus longs, des textes plus longs où on va travailler sur les tâches primitives, puis on va intégrer plusieurs notions grammaticales. L'enseignement de la grammaire se fait davantage à ces niveaux-là. Donc, les phrases sont plus complexes aussi au secondaire. Les élèves produisent des phrases plus complexes. Donc, exactement. Donc, il y a un autre module qu'on garde dans notre chapeau, là, mais qu'on veut développer, c'est ça, pour travailler plus la syntaxe aussi, non être seulement sur l'orthographe. Peut-être avoir un peu de grammaire textuelle aussi, donc aller chercher les dimensions variées là, de la langue, puis avoir quelque chose de plus intégré que seulement orthographique. Sur des textes autoproduits, c'est ça aussi qui est important pour nous. Ouais. Ça serait intéressant de voir si on pourrait faire un parallèle aussi avec des fois de la littérature jeunesse, comment est-ce qu'ils utilisent, si on veut faire une analyse de comment un texte expert, je sais peut-être que ça se fait moins dans cette analyse-là, avec l'outil, j'essaie de voir comment on pourrait l'interpréter, mais de voir comment ça peut se faire, comment un auteur expert le fait, puis ensuite s'analyser son texte. Je trouve que le parallèle est souvent intéressant aussi à faire avec les élèves, tant en primaire qu'au secondaire. Donc, juste pour préciser, un texte comme d'avoir l'idée d'un scripteur expert qui travaillerait dans l'outil ou qui modéliserait un peu son processus, ou plutôt un auteur de texte littéraire, tu veux dire? Ou... Bien, mon idée n'est pas tant développée, là. Je l'ai en même temps qu'on discute en ce moment. Mais oui, mais c'est ça, on l'a co-construit, là. C'est ça, exactement, là. Donc, je suis vraiment à ce niveau-là, mais je me dis pour voir, par exemple, tout ce qui est la syntaxe, bien, voir comment est-ce que certains auteurs utilisent la syntaxe pour faire valoir leurs idées, tu sais, pour pouvoir le développer. On va au-delà de, OK, est-ce que ami s'écrit AMI avec un E ou pas de E, là? J'ai l'impression qu'on va vraiment au-delà d'avoir des textes experts qu'on peut aller regarder comment l'auteur, avec les manipulations syntaxiques, aller voir comment il leur utilisé de le faire. Fait avoir comme un modèle, mais ça être le seul modèle, en fait, c'est la bonne façon de le faire, mais de voir comment différent. Je ne sais pas si ça peut se faire dans une même plateforme ou c'est un souhait peut-être pour une autre recherche par la suite de se dire, bien maintenant, ils sont beaux pour analyser leur texte, mais OK, on l'analyse, mais pour pouvoir bien s'analyser, bien comprendre, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. Fait que c'est un peu cette idée-là que j'évoquais, mais je n'ai pas du tout d'idée précise en ce moment, Rosiane, malheureusement. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que ça rejoint un peu aussi ce que Yves disait plus tôt, le lien entre le sens puis la syntaxe, l'idée d'ajouter des compléments du nom, par exemple, enrichir le texte, améliorer le texte. Donc, on pourrait faire ça dans l'outil aussi. C'est le haut de l'escalier. Oui, là, je suis en haut là, en ce moment, moi. Ben, c'est ça qu'on souhaite faire. Puis en environnement numérique aussi, parce que là, bon, le texte papier, tu sais, ça reflète de moins en moins aussi la réalité peut-être. Mais on voudrait voir aussi dans la recherche l'utilisation de l'outil et ses impacts sur l'écriture en environnement numérique, puis aussi sur l'écriture sur papier. Donc, est-ce que ça se transfère aussi les compétences qu'on a développées en réflexion grammaticale lorsqu'on écrit sur papier? On fait cette hypothèse-là qu'à travailler avec un module de manipulation syntaxique qui rend visuel les manipulations, on devient quand même plus apte à les faire par soi-même en l'absence de l'outil. Donc, ça serait à vérifier aussi. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Je pense qu'on a déjà épuisé notre temps. Merci d'être venu aujourd'hui et d'avoir échangé. Merci Annick d'être là, puis Suzanne. Puis en tout cas, j'ai revu et vu des visages connus, donc c'est agréable aussi.
Je vais arrêter l'enregistrement. Rosiane, si tu peux rester une petite minute, on va régler les problèmes techniques et puis récupérer peut-être ta présentation PowerPoint pour les personnes qui sont intéressées parce que j'ai vu qu'il y avait des hyperliens. Je pense qu'on ne pourra pas y avoir accès par la vidéo. Donc, on pourra regarder ça ensemble. Merci, Madame Etu. Merci, Myriam, de l'accueil. Bye, merci. Bye bye. Au revoir.